Au cœur des montagnes bleues de la Jamaïque, en 1739 à 1740, sous un ciel parsemé d'étoiles scintillantes, Nanny se tenait droite et fière au milieu d'une clairière verdoyante. Le vent doux portait le parfum des fleurs sauvages et des feuilles humides. À ses côtés, son frère Kwao, un guerrier courageux aux épaules larges, au regard déterminé et au sourire confiant qui rassurait tout le monde, écoutait avec attention. Face à eux, les représentants britanniques, des hommes en uniforme rouge au visage fatigué mais respectueux, tenaient un document important. Avec un geste calme et solennel, Nanny apposa sa marque sur le traité de paix. Ce papier magique promettait la liberté à tous les marrons du vent, 500 acres de terre fertile où ils pourraient vivre en paix, et la fin des combats interminables. Les enfants marrons, cachés derrière les arbres, observaient avec des yeux émerveillés. Les tambours lointains battaient doucement, comme un cœur qui retrouve enfin le calme. Ce moment était une victoire incroyable, née de tant d'années de courage et d'espoir. Mais pour comprendre comment Nanny avait mené son peuple jusqu'ici, il faut remonter le temps, bien des années en arrière, jusqu'à un autre continent et une autre vie. Vers 1686, loin de là, sur la côte de l'Or en Afrique, dans un village animé et coloré du peuple Ashanti, naissait une petite fille pleine de vie, de curiosité et de force. On l'appela simplement Nanny. Elle grandissait entourée d'une famille aimante qui lui apprenait les traditions ancestrales. Comment écouter les oiseaux pour prévoir la pluie, comment partager la nourriture pour que personne n'ait faim, et comment danser au rythme des tambours pour célébrer la joie. Ses frères étaient ses meilleurs amis. Kwao, déjà un garçon robuste et protecteur, adorait jouer au guerrier et la défendait toujours avec un grand sourire. Cudjoe, plus réfléchi, inventait des stratégies pour attraper les poissons dans la rivière sans se mouiller. Akompong, le sage au regard profond, racontait des histoires de leurs ancêtres qui enseignaient la sagesse et le respect de la nature. Ensemble, ils couraient dans les forêts luxuriantes, grimpaient aux arbres et rêvaient d'un monde où tout le monde était libre et heureux. Nanny était la plus curieuse. Elle observait les plantes qui guérissaient, les étoiles qui guidèrent les voyageurs, et elle répétait souvent à ses frères « Un jour, nous serons forts ensemble et nous aiderons les autres. » Mais un jour sombre, des radieurs venus de loin arrivèrent au village. Le chaos s'installa et Nanny, encore jeune, fut capturée avec plusieurs de ses proches. Le voyage sur l'immense océan fut long et difficile. Le bateau tanguait sur les vagues gigantesques, le soleil brûlait le pont et la nourriture était rare. Pourtant, Nanny tenait fermement la main de Kwao et murmurait à ses frères « Nous restons unis, quoi qu'il arrive. La liberté nous attend. » Après des semaines qui semblaient des années, ils arrivèrent en Jamaïque, une île magnifique aux plages de sable blanc et aux montagnes verdoyantes, mais où les plantations de canne à sucre appartenaient aux colons britanniques. La vie y était très dure pour les personnes captives, le travail sous le soleil brûlant, les ordres stricts et le rêve de liberté qui semblait lointain. Nanny travaillait sans se plaindre, mais dans son cœur, elle gardait la flamme de l'espoir. Elle encourageait les autres en leur racontant des histoires africaines de courage et elle observait les montagnes bleues au loin qui semblaient l'appeler. Un soir de pleine lune, Nanny décida qu'il était temps. Avec un petit groupe d'amis courageux qui partageaient son rêve, elle s'enfuit silencieusement dans la nuit noire. Ils coururent à travers les champs, traversèrent des rivières glacées et escaladèrent les pentes abruptes des montagnes bleues et des John Crow Mountains. Leurs pieds saignaient, leurs poumons brûlaient, mais chaque pas les rapprochait de la liberté. Enfin, essoufflés et émerveillés, ils atteignirent les hauteurs où les arbres formaient un refuge naturel. D'autres personnes échappées les rejoignirent bientôt, formant une grande famille unie. Nanny, avec sa sagesse naturelle, sa force tranquille et son sourire qui donnait confiance, devint leur guide. Elle organisait tout. Comment trouver de l'eau pure, cultiver des ignames et des bananes, construire des cabanes solides avec des branches et des feuilles. Kwao, toujours à ses côtés, aidait à poser des pièges pour protéger le camp. Cudjoe inventait des chemins secrets pour surveiller les environs. Akompong enseignait les anciennes connaissances pour soigner les blessures. Ensemble, ils construisirent un village fortifié qu'ils appelèrent Nanny Town. Des murs de pierre, des sentiers cachés et des guetteurs vigilants rendaient l'endroit presque imprenable. Nanny disait souvent aux enfants du village «
Ici, nous sommes libres parce que nous nous aidons les uns les autres. L'unité fait notre force. » Les années passèrent, et Nannytown grandit comme une petite ville joyeuse au milieu de la jungle. Les marrons du vent, comme on les appelait, vivaient en harmonie, chantaient donc des chansons africaines et apprenaient aux plus jeunes à respecter la nature et à défendre leur liberté. Nanny, devenue une femme forte aux yeux perçants et au cœur immense, enseignait la patience et l'intelligence. Elle connaissait les plantes qui guérissaient et les esprits ancestraux qui protégeaient, une sagesse ancienne appelée Obéa que ses parents lui avaient transmise. Kwao restait son bras droit, toujours prêt à rire et à encourager. Les frères et les amis formaient une équipe invincible. Mais au loin, dans les villes des colons, les Britanniques commençaient à s'inquiéter de ces villages libres qui grandissaient. Bientôt, les premiers soldats arriveraient et une grande aventure pleine de défis allait commencer. Vers 1720, les nuages de la guerre s'amoncelèrent sur les montagnes. Les Britanniques, puissants et organisés, envoyèrent des soldats pour reprendre les marrons et les ramener aux plantations. C'était le début de la première guerre des marrons, une lutte qui durerait presque 20 ans. Nanny, debout sur un rocher dominant Nannytown, rassembla tout son peuple. « Nous ne voulons pas faire la guerre, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Mais nous défendrons notre liberté avec intelligence et courage. » Kwao, son frère loyal au cœur de lion, organisa les guerriers avec des lances et des arcs fabriqués dans la forêt. Cudjoe, qui dirigeait un autre groupe de marrons à l'ouest, dans les montagnes Leeward, envoyait parfois des messages secrets pour coordonner les efforts. Akompong, le sage, préparait des remèdes et des conseils qui boostaient le moral de tous. Nanny devint une stratège incroyable. Elle connaissait chaque sentier, chaque ravin, chaque arbre des montagnes bleues comme sa poche. Au lieu de combattre de front comme les soldats britanniques, elle utilisait la ruse. Des embuscades surprises où les marrons apparaissaient, puis disparaissaient comme des ombres, des pièges de branches et de rochers qui roulaient sur les pentes, des feux de signalisation pour avertir tout le monde. Les soldats britanniques, fatigués et perdus dans la jungle dense, racontaient entre eux que Nanny avait des pouvoirs mystérieux grâce à son Obéa, une sagesse ancienne qui protégeait son peuple et guérissait les blessés. En réalité, c'était son intelligence et l'amour de sa communauté qui faisaient là la différence. Les enfants apprenaient à rester silencieux et à aider en portant de l'eau ou en surveillant les chemins. Nanny leur expliquait « Le vrai courage, ce n'est pas d'être le plus fort, c'est de protéger ceux que l'on aime et de ne jamais abandonner l'espoir. » Les combats furent nombreux et difficiles. Les Britanniques offraient des récompenses énormes pour capturer Nanny, mais personne ne réussissait. Elle échappait toujours, guidant son peuple vers des grottes cachées ou des vallées secrètes. En 1734, un capitaine britannique nommé Stoddart attaqua Nannytown avec de nouvelles armes puissantes, des canons portables qui tonnaient comme le tonnerre. Le village fut détruit dans un nuage de fumée et de poussière. Les cabanes brûlèrent, les cultures furent piétinées. Mais Nanny, avec son calme légendaire, avait prévu ce moment. Elle cria « Suivez-moi, nous reconstruirons ailleurs !» Kwao porta les enfants sur ses épaules. Akompong soigna les blessés avec des herbes et tout le groupe s'enfuit par un sentier invisible que seuls les marrons connaissaient. Ils marchèrent des jours entiers, chantant doucement pour garder le moral, et arrivèrent dans une nouvelle zone encore plus haute et plus sûre. Là, ils bâtirent un nouveau camp, plus solide, avec des défenses encore meilleures. La nouvelle de cette évasion courageuse se répandit comme le vent, et d'autres marrons rejoignirent Nanny, gonflant les rangs de la résistance. Pendant toutes ces années, Nanny ne perdait jamais de vue l'essentiel, l'éducation des enfants. Elle leur apprenait à lire les signes de la nature, à partager équitablement la nourriture et surtout à croire en la justice. Un jour, dit-elle, « Le monde comprendra que personne ne doit être prisonnier de l'autre. » Kwao racontait des blagues pour faire rire les petits après les dangers, Cudjoe envoyait des plans stratégiques depuis l'ouest et Akompong rappelait les valeurs ashanties d'honneur et de respect. Les Britanniques, épuisés par ces guerres de guérilla où ils perdaient plus d'hommes qu'ils n'en capturaient, commencèrent à douter. Leurs généraux se réunissaient et murmuraient « Cette femme Nanny est invincible ». Mais Nanny, elle, pensait à la paix. Elle savait que la vraie victoire ne serait pas de vaincre par les armes, mais de gagner le droit de vivre libre.
Les combats continuèrent, année après année, jusqu'en 1739. Les montagnes résonnaient encore des cris de liberté, mais un changement était en train d'arriver. Après tant d'années de lutte, en 1739, les Britanniques, fatigués et impressionnés par la détermination des Marrons, décidèrent enfin de parler de paix. Le gouverneur envoya des messagers avec des drapeaux blancs. Nanny, entourée de Quao qui hochait la tête avec fierté, écouta les propositions. « Nous voulons la liberté pour tous », dit-elle simplement. « Nous voulons des terres pour cultiver et élever nos enfants dans la paix. » Les négociations furent longues mais justes. Quao, avec sa voix forte et honnête, représentait les guerriers. Cudjoe, depuis l'Ouest, avait déjà signé un accord similaire l'année précédente, montrant que l'unité entre les groupes de Marrons fonctionnait. Accompong conseillait la sagesse pour que le traité soit durable. Enfin, en 1740, le grand jour arriva. Le traité fut signé dans cette même clairière où nous avons commencé notre histoire. Nanny apposa sa marque, Quao confirma d'un geste ferme et les Britanniques acceptèrent. 500 acres devinrent la terre des Marrons Windward. Ils fondèrent Moortown, aussi appelé New Nanny Town, un village paisible où les rires des enfants remplacèrent les bruits de bataille. Nanny y vécut de longues années, enseignant aux nouvelles générations les valeurs qui avaient tout changé. Le courage de se lever pour la justice, l'importance de rester unis face à l'injustice et la force de choisir la paix quand elle est possible. Nanny continua à guider son peuple avec la même douceur et la même fermeté. Elle soignait les malades avec ses connaissances anciennes, racontait aux enfants les histoires de l'Afrique lointaine et leur apprenait que la liberté est un trésor que l'on protège ensemble. Quao devint un chef respecté à Crawfordstown, Cudjoe régnait sagement à l'ouest et Accompong transmettait sa sagesse. La communauté grandit forte et indépendante, un exemple pour le monde entier que même les plus puissants ne peuvent éteindre le désir de liberté. Nanny vieillit entourée d'amour, ses cheveux blancs brillants comme la lune et son sourire toujours aussi chaleureux. Elle avait montré que l'intelligence et le cœur pouvaient triompher des armes. Cette histoire est inspirée par la vraie vie de Queen Nanny, née vers 1686 au Ghana en Afrique et décédée vers 1760 en Jamaïque. Son apport à l'humanité est immense. Elle a prouvé que le courage d'une femme, l'unité d'un peuple et la volonté de justice peuvent changer le cours de l'histoire. Elle défendait les valeurs de liberté pour tous, de résistance intelligente contre l'oppression et d'espoir pour un monde où personne n'est esclave. En 1976, la Jamaïque lui décerne le titre de National Hero, héroïne nationale, la seule femme à porter ce titre parmi les héros officiels du pays. Son portrait figure sur le billet de $500 jamaïcains. Queen Nanny est devenue une héroïne nationale de la Jamaïque, un symbole pour les enfants du monde entier. Peu importe d'où l'on vient, si l'on reste courageux, uni et plein d'espoir, on peut construire un avenir de paix et de dignité. Son esprit vit encore dans les montagnes bleues, murmurant au vent que la liberté est plus forte que tout. Eh bien les amis, si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout abonne-toi. Oui, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.